merci de nous pardonner ces quelques petites minutes. Le menu de résistance, évidemment celui que vous attendez et que nous attendions, la révélation des sélections de Thierry et de ses équipes va vous être délivré. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Ces quelques mots, ils sont l'expression, ils sont la légende de la photo, de l'affiche de ce festival. Parce que je trouve qu'au-delà de l'hommage à Agnès, à qui nous remettions cette palme d'or d'honneur il y a 4 ans, en 2015, Agnès qui était toute petite, tellement grande sur les marches l'année dernière aux côtés de la grande, au 1er ou 2e degré de Kate Blanchett, délivrant leur message engagé sur les marches du festival. Évidemment, on ne pouvait que rendre hommage à Agnès, mais cette photo, le choix de cette photo qui a été retravaillée par Flore Maquin, cette photo qui date d'août 1954, alors qu'à 26 ans, Agnès est en train de tourner son premier film, c'est quand même magnifique. On voit tout l'engagement, tout pour passer l'obstacle, tout pour créer, y compris monter sur le dos d'un de ses principaux collaborateurs. On est à la Pointe Courte, on est dans ce quartier qu'elle aimait tant, qui a donné son nom au film. On est à Sète, cette ville qu'elle aimait, en bord de mer, cette mer qu'elle voulait toujours dominer et avoir à elle. Les dernières images de J.R. et d'elle marchant sur la plage vers l'océan, elles sont un écho 70 ans plus tard de cette Agnès qui était la première réalisatrice de la génération française, la seule réalisatrice pratiquement de la nouvelle vague, bientôt, cette Agnès qui est la première réalisatrice à être ainsi le cœur d'une affiche de ce 72e Festival de Cannes. C'est donc tout un symbole à la fois de ce que veut être, de ce qu'est le festival depuis 72 ans. Agnès qui a démarré si jeune, qui a toujours été engagée, qui a couvert tous les genres de cinéma, qui a tellement accueilli de jeunes artistes, encore jusque dans ces derniers mois, qui a couvert toutes les disciplines de la création, qui les embrassait toutes, et c'est sans doute ce qui lui a permis de vivre si heureuse et de nous rendre si heureux jusqu'à ces dernières semaines. Donc c'est à la fois l'hommage à Agnès que nous avons choisi, Thierry et moi, et les équipes du festival, et ceux qui ont travaillé à cette œuvre, mais c'est aussi ce que nous cherchons à être depuis de si longues années et jusqu'à ce jour. Un festival qui va aussi marquer le 60e anniversaire du marché, aussi bien au festival qu'au marché, les accréditations, les demandes d'accréditation sont en hausse assez marquée cette année. Visiblement, tout le monde attend beaucoup de cette édition et c'est aussi un signe de la santé générale du cinéma. Un festival qui bénéficie aussi toujours du soutien de ses partenaires. Plusieurs grands partenariats ont été renouvelés. Et je dis ça parce que, en même temps, ce sont des partenariats prestigieux, mais que vous ne voyez pas sur l'écran, que vous ne voyez pas sur les marches, que vous ne voyez pas à l'intérieur du festival ou dans la salle, contrairement à presque tous nos grands confrères festivals du monde entier. Et puis bravo à la sélection de l'année dernière. On jugera après la sélection de cette année, parce que quand on voit la carrière qu'ont suivi les films primés ou sélectionnés l'an dernier, je pense bien sûr au Koreeda, qui aura fait en France sa meilleure carrière ever, avec 800 000 entrées pour cette Palme d'Or, c'était le double de sa meilleure entrée précédente. Quand on voit la carrière et le grand retour de Spike Lee, qui avec son Grand Prix l'an dernier, presque 1 an plus tard, ou en tout cas 10 mois plus tard, se retrouvait avec un Oscar, le premier de sa carrière, et puis bien sûr Le Grand Bain, avec cette si longue et interminable et bouleversante et joyeuse ovation lors de sa projection hors compétition l'an dernier, et qui aura réalisé cette magnifique carrière, aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs, où il triomphe un peu partout en Europe, après avoir fait 4 200 000 entrées en France. Tout ça pour dire le panorama et cette manière qu'a le festival et qu'ont les sélections d'embrasser l'ensemble des cinémas français, mondiaux, nouveaux ou classiques. On passe au plat de résistance, Thierry.
Merci Pierre, bonjour à tous. Avant de commencer, ou en tout cas de vous donner la liste des sélectionnés, des films sélectionnés, je voudrais juste vous dire, puisque je m'adresse à l'ensemble de la presse, remercier Christine Aimé. Donc vous savez qu'elle s'occupe désormais à Cannes et dans la perspective de la célébration du 75e anniversaire bientôt, puisqu'elle a ouvert le centre d'archives, de documentation et d'histoire du Festival de Cannes, et c'est Aïda Belloulid qui lui a succédé. Elle est par là, Aïda, vous la connaissez, et vous la connaîtrez évidemment, puisque c'est elle qui est en charge des équipes, en particulier de la presse écrite, la presse audiovisuelle, étant toujours en charge de Frédéric Cassoli et de Clément Lemoigne. Je voudrais également dire juste un mot, et en fait juste citer, on fait toujours très attention à la mémoire des gens qui nous sont chers et qui sont chers aussi au festival. Je voudrais juste citer ceux qui, derrière, parfois dans l'ombre, tu as cité Agnès Varda, mais contribuent à la force, au sens et à la grandeur de Cannes: Francis Bosluc, Richard Lormand, Yves Bongarçon, Samuel Vida et Diego Galan, notre ami espagnol, qui est mort il y a quelques jours. Et puisqu'on parlait d'Agnès Varda, je voudrais aussi saluer la mémoire de Claude Lanzmann, qui était au festival l'an dernier et qui nous a quittés juste après. Remercier aussi tous ceux qui ont présenté les films, les réalisatrices, les réalisateurs, les producteurs, les vendeurs, les distributeurs, et en particulier ceux qui n'ont pas été choisis et qui, comme les autres, ont attendu très patiemment. Hier soir, on a terminé un peu moins tard que d'habitude, mais quand même très très tard. Pierre nous a accompagnés avec Christian Jeune. Je veux remercier Christian et toutes les équipes du festival qui nous ont aidés à préparer cette sélection qui a commencé, comme chaque année, vers le mois de novembre, pour s'intensifier à partir de la fin du mois de janvier. Je voulais essayer un peu de prendre des notes, parce que chaque fois vous me demandez c'est quoi la thématique, et je ne sais jamais quoi répondre. Et là, j'ai écrit romantique et politique sera cette sélection. Normal, l'amour et la révolte ne sont-ils pas le sel de la vie sur Terre, de l'histoire du monde et de la jeunesse éternelle? Putain, bon. Cette année 2019 rappelle les 39 pour la seule histoire évidemment du festival, puisque vous savez que c'est l'année de l'édition qui n'a pas eu lieu et qui ensuite a laissé place à l'après-guerre. Le festival se terminera, on en parlait avec Pierre, à la veille des élections européennes. Ce sera l'occasion quand même de penser à tout ça et de penser à l'idée que la culture, le cinéma, dans la reconstruction de l'Europe d'après-guerre, avait une place prépondérante. Et dans ce romantisme, dans cette politique qui vous saisiront dans les films que vous verrez, essayons d'y voir un signe peut-être d'optimisme, bien qu'il ne soit pas toujours de mise pour l'avenir. Je voudrais vous dire aussi que vous verrez des réalisatrices, des premiers films, des Américains, des zombies, des manipulations génétiques, des peintres et des peintresses, parce que là, vous lisez, des chanteurs, des flics, des parasites, des mafiosos violents et des juges intègres, des chômeurs, des migrants. Voilà tous ces personnages-là qui peuplent la sélection officielle 2019. Et puis dire qu'il y a une certaine prédominance du cinéma de genre, même si le genre est parfois caché, masqué, et pas toujours au premier plan, mais ressurgissant quand on ne l'attend pas. C'est à dessein que je parlais des films de zombies. Ce ne sont pas des films à grande visée portée historique, d'ailleurs le cinéma ne l'est plus tellement, mais plutôt à des films de petits groupes humains, et parfois d'individus qui se battent contre l'adversité. C'est du cinéma à hauteur Dieu, à hauteur de corps, à hauteur de vie quotidienne, dans une vision très populaire des sociétés. Vous allez voir des films dans certains pays, on rentre dans les maisons, on rentre dans des appartements, dans des zones que le cinéma ne touchait pas. Et puis, autre sujet, l'argent, qui est aussi un sujet global. Donc le cinéma
Et là, on a coutume de dire que quand le festival est politique, c'est pas le festival qui est politique, ce sont les artistes qui sont politiques. Et puis, je parlais des réalisatrices, il y a aussi de beaux portraits féminins, pas seulement faits d'ailleurs par des réalisatrices, mais aussi par des réalisateurs. Je ne vais pas terminer en vous faisant l'énoncé statistique du nombre de films qu'on a vus. On le fera plus la semaine prochaine. En particulier, vous savez qu'on s'est engagé, le Festival de Cannes, la sélection officielle, mais également la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs, avec le collectif 50-50, de genrer les films qui nous sont présentés, donc de vous dire, on le fera après, parce que là c'est la sélection d'abord, de savoir quelle est la proportion de réalisatrices et comment le cinéma, et je vous dis déjà que c'est le cas aussi dans cette sélection officielle qui pour l'instant compte 13 réalisatrices, le cinéma ouvre de plus en plus grand ses portes aux réalisatrices. Pierre parlait d'Agnès Varda, Ida Lupino et Alice Guy, Larissa Shepitko et quelques autres étaient souvent seules dans leur génération. Il y a de plus en plus de réalisatrices. On s'était aussi engagé à rendre le comité de sélection paritaire, ça a été fait, puisque 4 hommes, 4 femmes sont là pour voir les films avec nous, et je voudrais en particulier les remercier parce que c'est une tâche à la fois exaltante, mais aussi un peu épuisante. Et je citais tout à l'heure Christine Aimé et Aïda Belloulid. Je voudrais vous dire que l'équipe du Festival de Cannes, avec Pierre, moi-même, François Desrousseaux, devenu secrétaire général, Jérôme Paillard, directeur du marché du film, Christian Jeune, directeur du département film, ça faisait beaucoup de garçons. Bon. Et donc, de ce point de vue-là aussi, le Festival de Cannes s'est posé des questions, et avec Pierre, il a fait au sein d'autres réformes, celle du management, en rendant plus présente Geneviève Ponce, que vous connaissez, qui était déjà là, qui s'occupe du certain regard avec nous, mais également Laure Cazeneuve, qui s'occupe du jury et des opérations extérieures, Vinka Rounek, qui s'occupe de la politique et du développement digital, Laurence Surlot, qui est la directrice du protocole, et qu'est-ce que je vais en oublier, et Stéphanie Lamont, qui nous a rejoint comme conseillère artistique au sein du processus de sélection. Voilà les quelques nouvelles que j'avais à vous donner de manière un peu globale. Et puis évidemment, après, nous répondrons à vos questions. Nous passons donc à la sélection officielle. Je rappelle, pour ceux dont la langue fourche parfois, que le mot compétition officielle n'existe pas. Hein. C'est sélection officielle, au sein de laquelle il y a la compétition, le hors compétition, le certain regard, les séances spéciales, les séances de minuit, les films d'ouverture, les films de clôture, tout ça, c'est la sélection officielle. En tout, une cinquantaine, soixantaine de films dont on va vous annoncer quasiment 90% de la proportion finale, puisque comme vous le savez, on aime bien fignoler après que soit dévoilée la majeure partie de la sélection, et en plus, il se trouve que quelques-uns des films, dont certains que vous attendez, je les attends tout autant de vous, je les attends encore. Donc, ils ne seront pas mentionnés dans cette liste, mais en croisant les doigts, on peut espérer que d'ici le 14 mai, date de l'ouverture du festival, ils puissent avoir rejoint l'accord de ceux dont je vais égrener la liste maintenant. Le film d'ouverture, vous le connaissez, c'est un film américain, new-yorkais presque, en tout cas du cinéaste new-yorkais Jim Jarmusch, film accompagné par Focus et par le studio Universal, un film de zombie, un film de genre, un film d'auteur pour ouvrir le festival de Cannes. Ça s'appelle Les morts ne meurent jamais, de Death Don't Die. Le film sortira en France comme ça, et il sortira le même jour que sa présentation à Cannes. Je précise, en particulier pour les journalistes français et pour ceux qui nous regardent, que non seulement le film sortira le même jour, c'est désormais une condition sine qua non pour être en ouverture de Cannes, afin que la belle publicité que vous faites au film d'ouverture puisse profiter au public français et d'ailleurs au public européen, parce que le film sort un peu partout en Europe et dans le monde
au même moment. Et Richard Patrick, président de la Fédération des exploitants, nous disait tout à l'heure que plus de 400 salles se sont déjà portées volontaires pour accompagner le film de manière un peu particulière. Maxime Saada, qui est ici, le président du groupe Canal, a donné son accord pour que la cérémonie d'ouverture puisse être retransmise dans les salles, et 400 salles se sont déjà portées candidates pour que le public français, un peu partout dans ce pays, puisse vivre le Festival de Cannes comme nous le vivrons dans la grande salle du Palais des Festivals, avec la cérémonie d'ouverture, et puis le film d'ouverture, même dans les salles qui ne sortent pas le film. Universal s'est engagé à donner le film pour une soirée à toutes ces salles-là. Le film est en ouverture et en compétition, et je vais annoncer 19 films pour la compétition, ce qui prouve qu'en fait c'est 18, puisque le film d'ouverture on ne compte pas dans les 10 jours, si j'ose dire, et donc 18 films, ça veut dire que la compétition, espérons-le, pourra être complétée. Mais elle s'ouvre par ordre alphabétique par le nom de Pedro Almodóvar, Douleur et gloire, Dolor et Gloria, qui revient en compétition à Cannes, après avoir été, comme vous le savez, président du jury il y a 2 ans, 3 ans. Marco Bellocchio, c'est également un retour, mais Marco n'est pas venu depuis très très longtemps. Et quand je parlais de mafioso et de juge intègre, c'est à lui que je me référais. Son film s'appelle Il Traditore, le traître, et c'est un film qui raconte la cavale du premier repenti de la mafia sicilienne. Diao Yinan est un cinéaste, un jeune cinéaste chinois, dont nous avions montré le premier film au Certain Regard. Celui-là s'appelle Nanfang Chejiang des Ju Hui, pardon pour les sinologues et les Chinois qui sont dans la salle dans ce pauvre accent français. C'est un film policier, c'est un film de gangster, c'est un film aux accents languiens, le langue de M. le Maudit, quand les gangsters se retrouvent ensemble dans un syndicat qui entend mettre les villes sous coupe réglée. C'est un film évidemment qui, peut-être moins imprégné d'une certaine tradition, à part Friesland, renouvelle un peu les codes esthétiques d'un cinéma de film noir et d'un film policier. Bong Joon-ho, après la parenthèse Okja, revient au cinéma traditionnel et dont le film sortira en salle. Le film s'appelle Parasite, et évidemment, il concourra sous le drapeau coréen, un cinéma, un pays au cinéma flamboyant et qui donne depuis maintenant une quinzaine d'années chaque année des œuvres tout à fait inoubliables. Jean-Pierre et Luc Dardenne, seront en compétition. Le film s'appelle Le jeune Ahmed, et je ne vous dévoile rien de ce sujet brûlant dans une actualité mondiale, européenne et belge en particulier. Je note que Diafana a décidé, le distributeur a décidé de sortir le film en même temps que sa présentation cannoise en début de 2e semaine du festival. Arnaud Desplechin, après avoir fait l'ouverture hors compétition, est aligné en compétition. Roubaix, une lumière, est le titre de ce film. Roubaix est la région, le pays natal d'Arnaud Desplechin qui revient dans sa ville pour la filmer, et là aussi filmer un groupe de policiers dirigé par l'impérial dans ce film, Roche Dizem, accompagné de Sarah Forestier, de Léa Seydoux et d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui font le cinéma français d'aujourd'hui. Mati Diop est une réalisatrice sénégalaise et le film qui s'appelle Atlantique, Mati a fait l'objet de cette stratégie que nous menons parfois, c'est-à-dire que nous avons vu son film assez tôt, nous l'avons retenu au Certain Regard en sachant d'emblée que le film montrait en compétition, mais on ne voulait pas lui dire parce qu'on ne voulait pas que ça se sache, et donc voilà, une première entrée en compétition pour Mati. Le film s'appelle donc Atlantique. Xavier Dolan, après le film de l'année dernière, vous savez évidemment, il produit, il réalise beaucoup, c'est un film québécois, donc après cette parenthèse anglophone, le film s'appelle Mathias et Maxime et possède cette particularité qu'on trouve parfois dans cette filmographie déjà abondante pour un jeune homme de moins de 30 ans, qu'il est le personnage principal de ce Mathias et Maxime.
Little Joe, c'est le titre d'une plante et du film de Jessica Hausner, la cinéaste autrichienne, que le Festival de Cannes a accompagné dès ses premiers films et qui fait sa grande entrée en compétition, un film qui évoque un futur assez proche de manipulation génétique et d'un monde dont on n'est pas sûr que la promesse qui nous tend soit tout à fait celle qu'on pourrait véritablement envisager. Little Joe. Ken Loach, le film s'appelle Pardon, tu nous as manqué, Sorry we missed you. Et Ken Loach annonce souvent, surtout après le film précédent, qui fut Palme d'Or, que ça sera son dernier film. Et puis, comme un combattant qu'il est, il reprend la caméra, il reprend Paul Laverty, son scénariste, Rebecca O'Brien, sa productrice, et il repart sur la route pour faire des films dont je n'ai pas d'autre meilleure définition, et je crois que je le fais chaque fois qu'il est là, de dire que ce Ken Loach est Ken Loachien. Autre entrée française en compétition, c'est un premier film, enfin on verra après sur les règlements de la Caméra d'Or, parce qu'il y avait une co-réalisation. Ce film s'appelle Les Misérables. On parle beaucoup de Victor Hugo en ce moment pour Notre-Dame, et là on parlera un peu de Victor Hugo, puisque le film est tourné à Montfermeil. Son réalisateur s'appelle Ladj Ly. C'est évidemment non seulement une première entrée en compétition, première entrée à Cannes, premier film, je vous le disais, un film qui évoque des banlieues françaises dont on peut penser qu'elles sont aussi assez représentatives de ce qui se joue dans les grandes banlieues, dans les suburbs de toutes les grandes métropolitaines, villes des villes du monde. Terrence Malick, Une vie cachée, Hidden Life, c'est en effet un retour, ça a été plus ou moins annoncé en fuitant. Je dirais juste que c'est un film c'est pas un film de guerre, c'est un film sur la guerre, et sur la Deuxième Guerre mondiale en particulier, un sujet qui lui tenait tout à fait à cœur, et ne me demandez pas si Terrence Malick sera là. Ou plutôt, j'espère bien qu'il sera là, je pense qu'on ne le verra pas. Enfin, pas vous. Cléber Mendoza avait fait forte impression lors de son entrée en compétition, il y a 3 ans. Il revient dans un film co-réalisé avec Juliano Dornelles, film brésilien, Baku Rao, un film nord-estin, je ne vais pas dire un western nord-estin, mais quelque chose quand même qui est issu à la fois d'une tradition du film de Cangaceiros et évidemment un film d'auteur tout à fait personnel. Quand je parlais d'un film politique, voilà, également à travers des vies quotidiennes, un film extrêmement politique. Corneliu Porambouillou fait son entrée en compétition. Il fait partie de cette génération bénie du cinéma roumain. Christian Mungiu avait gagné la Palme d'Or lorsqu'il était arrivé. C'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. On l'a accompagné, il avait été caméra d'or pour un film présenté à la quinzaine. Il vient désormais en compétition avec un film qui s'appelle La Gomera. Ira Sachs est un réalisateur américain, chéri de nos camarades du festival de Sundance, cinéaste indépendant, pas un film d'ailleurs très américain, plutôt un film portugais aux accents manuels de Olivarien. Le film s'appelle Frankie. On retrouvera Isabelle Huppert dans ce film, qu'on n'avait pas accueilli à Cannes depuis quelques temps et qu'on sera heureux, Pierre et moi, d'accueillir en haut des marches. Première entrée en compétition pour une réalisatrice dont on avait découvert le premier film au Certain Regard, ça s'appelait Naissance des pieuvres. Celui-là s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, et elle est Céline Sciamma, qu'on est également évidemment très heureux d'accueillir à ce niveau-là pour ce film où l'on retrouvera Adèle Haenel. Elia Suleiman fait peu de films, et ces derniers temps, tous ces films étaient à Cannes. Il n'était pas question pour nous de ne pas continuer à accompagner ce film qui, lui, mène une réflexion suivie sur la question de l'errance, de l'exil palestinien. D'ailleurs, ce film est plutôt tourné à Paris, à New York, un peu partout, dans ces terres, que ce personnage, cet alter ego de Elia Suleiman, ce Buster Keaton, ce clown triste et pourtant très très drôle, je pense que ça va être une très belle séance, est obligé désormais de visiter. Le film s'appelle
ça doit être le paradis, must be heaven. Et puis, dernière entrée française et dernier de ces 19 films de la compétition, Sibylle, de Justine Triet, qui avait fait une très belle apparition, très remarquée à la Semaine de la Critique avec son film précédent qui s'appelait Victoria, avec Virginie Efira, que nous retrouvons dans ce Sibylle, avec Adèle Exarchopoulos, que nous retrouvons. Et tout à l'heure, je parlais de Léa Seydoux. Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos sont, rappelons-le, les seules palmes d'or non réalisatrices, non réalisateurs, actrices de l'histoire du Festival de Palme d'Or, remise pour La vie d'Adèle par le jury présidé par Steven Spielberg. À noter que le film de Justine Triet, qui sera montré en fin de festival, sortira au même moment, ainsi que le film des frères Dardenne, le film de Perrault et le film de Jim Jarmusch. Dans le hors compétition, c'est-à-dire dans cette grande salle qui accueille également la compétition, on sera heureux d'accueillir Claude Lelouch. Son film s'appelle Les plus belles années d'une vie, et c'est un film évidemment qui fait écho à la Palme d'Or qu'il reçut en 1966 pour Un homme et une femme. Nous retrouverons d'ailleurs les personnages principaux de ce film, Jean-Luc Trintignant, Anouk Aimée, les deux enfants qui ont bien grandi, et d'autres acteurs, dont Monica Bellucci. On est heureux d'accueillir Claude Lelouch dans cette sélection officielle, où je crois il a tout fait, hein, compétition, film d'ouverture, film de clôture, hors compétition, séance de minuit, séance spéciale. Claude connaît ce festival comme sa poche. Deuxième film hors compétition, présenté le premier jeudi à 19h. Le film de Claude Lelouch sera présenté le lundi, distribué par Metropolitan. Et quand je mentionnais le nom de Samuel Hadida, c'était aussi en référence, le film est d'ailleurs dédié, puisqu'il en était le producteur avec son frère Victor. Le premier jeudi, c'est le film de Dexter Fletcher, Rocketman, le biopic psychanalytique de Elton John, qui sera là. Et nous, on va mettre un piano caché en coulisses au cas où il est envie de nous régaler de cette œuvre immense. On s'en aperçoit à travers le film de compositeurs, de collaborateurs, de son parolier Bernie Taupin, qui a un grand rôle dans ce film-là. On est très heureux d'accueillir ce film, très heureux aussi d'accueillir le studio qui le produit, c'est Paramount, et j'aurais salué son président, le CEO, Jim Giannopoulos, qui était jadis le président de la Fox, lorsque nous avons accueilli à Cannes Moulin Rouge, en ouverture et en compétition, donnant le signal à l'époque d'un retour des studios à Cannes. Et Jim, qui a pris la conduite de la Paramount il y a quelques 2 ans, je crois, se montre toujours fidèle au festival avec ce film qui sortira quelques jours plus tard. Autre film hors compétition, Nicolas Winding Refn, Too Old to Die Young, trop vieux pour mourir si jeune. C'est pas un film, c'est une série. Ce sont 2 épisodes d'une série, l'épisode 4 et l'épisode 5. Ne me demandez pas pourquoi. On les a vus. C'est du Nicolas Winding Refn au centuple. Ce sera intéressant. On avait, souvenez-vous, accueilli également 2 épisodes de Twin Peaks revisité par David Lynch, ainsi que Top of the Lake, la série de Jane Campion. Là, ce sera dans la grande salle. Ce sera un beau moment, d'abord parce que vous verrez la qualité du travail du metteur en scène de Nicolas Winding Refn. Donc je veux dire, allez voir sur Internet qu'il a également un site de patrimoine tout à fait actif. Et il sera là, on ne va pas vous annoncer aujourd'hui ceux qui viendront faire une masterclass, mais le menu est très appétissant, il n'est pas tout à fait terminé, mais il y aura Nicolas Winding Refn qui va venir expliquer ce que c'est qu'être cinéaste aujourd'hui, faire des films pour le cinéma, faire des séries pour les plateformes, quelles sont les différences, quels sont les points communs, et quelle est la position d'artiste pour un cinéaste comme lui, et il a évidemment des choses très passionnantes à dire sur la question. Enfin, hors compétition, Asif Kapadia, Tom Senna, Amy Winehouse, on avait présenté le film à Cannes il y a 3 ou 4 ans, et là c'est Diego Maradona, figure tragique, et contrairement aux 2 autres, Diego est toujours là, toujours vivant, il sera d'ailleurs présent au festival. Le film raconte les années napolitaines de Diego Maradona,
Et enfin, dernier entrant pour ce hors compétition dans la grande salle, Nicolas Bedos avec un film qui s'appelle La Belle Époque, avec un casting prestigieux, avec une distribution prestigieuse, Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, j'aurais pas dû commencer, j'ai pas oublié, Doria Tiller, bien entendu, Pierre Arditi, il a intérêt d'être là, Pierre, le jour de cette, tellement ça fait longtemps qu'on ne l'a pas accueilli à Cannes, et on est très heureux de voir rentrer, là encore, un film français grand public, un film d'auteur, un film grand public, qui fera aussi l'objet d'une belle célébration et d'une belle fête. J'ai évoqué tout à l'heure le cinéma coréen, on passe aux séances de minuit, je n'en annonce qu'une. The Gangster, The Cop et The Devil, le gangster, le flic et le diable, de Lee Won-tae. C'est presque une tradition qui est repérée là-bas en Corée, pays ô combien prolifique, c'est une tradition d'avoir notre film coréen à minuit, et celui-là, vous verrez, est tout à fait adapté à ces séances-là et très formidable. En séance spéciale, deux films, l'un d'une réalisatrice américaine qui s'appelle Pippa Bianco. Le film s'appelle Cher, c'est un premier film, car Pippa, c'est le premier film d'une lauréate de la Ciné-Fondation. Ciné-Fondation et court-métrage, dont la composition vous sera dévoilée dans les jours qui viennent. Et vous savez que la tradition, la règle même, est que le film, le premier long-métrage qui suit une récompense comme premier prix de la Ciné-Fondation est automatiquement sélectionné à Cannes. C'est le cas du film de Pippa Bianco. Autre film, un documentaire, c'est souvent ça, les séances spéciales, des objets singuliers. Ce film s'appelle Pour Sama, For Sama. C'est un documentaire d'une réalisatrice qui s'appelle Walad Kadeab. Elle est accompagnée de Edward Watts. C'est un documentaire sur la Syrie, sur ce que les gens ont vécu en Syrie ces dernières années. C'est tout à fait formidable comment des réalisateurs posent leur caméra là, en prenant du temps de raconter des histoires, des récits, des personnages, des femmes, des hommes. Et ce film-là sera, à n'en pas douter, l'un des chocs de cette sélection. Et puis, pour finir sur les séances spéciales, trois metteurs en scène qu'on est très heureux d'accueillir là. Werner Herzog, Family Romance, un film tourné au Japon. Werner travaille tout le temps, tous ses films n'arrivent pas jusqu'à nous. Et pour les familiers du festival Telluride, on voit souvent, chaque année quasiment, un documentaire, un travail, une recherche, un récit de Werner Herzog, et celui-ci, il nous l'a envoyé, et on l'a trouvé très beau, et on est heureux d'accueillir Werner Herzog. Abel Ferrara, le film s'appelle Tommaso, et Abel nous a envoyé ce film depuis Rome, où il vit désormais. C'est un film, alors lui qui avait déjà l'habitude de faire du cinéma indépendant, là c'est quasiment du cinéma tout seul, ou en tout cas pas complètement tout seul, puisque Willem Dafoe, son fidèle acteur, sera là, et là dans ce film-là, c'est un film sur ces années romaines. C'est pas un documentaire, mais c'est un film réaliste qui lui ressemble énormément. C'est comme Pedro Almodovar, quand on lui demande si le film Douleur et gloire qu'il a fait est un film autobiographique. Si j'en parle, c'est parce que le film est déjà sorti en Espagne, mais les règles l'autorisent. Il dit non, ce n'est pas un film autobiographique, mais je pourrais être ce personnage. Donc on peut appliquer cette belle définition au film de Abel Ferrara. Et puis, dernière entrée dans ces séances spéciales, le grand, l'immense, l'inoubliable Alain Cavalier, Être vivant et le savoir, continuation de son travail de vidéaste, encore le mot est faible, de son travail d'auteur, de son travail de poète, de son travail d'artiste, de son travail de conteur, et l'histoire qu'il raconte, et l'histoire d'un film qu'il ne s'est pas fait, le film qu'il aurait dû faire avec Emmanuel Bernheim, belle figure, devenue tragique par une disparition bien trop précoce, qu'on voit dans le film, et il raconte ce film qu'elle et lui devaient faire adapter de son roman à elle. On est là aussi très heureux d'avoir un casting si prestigieux de metteurs en scène qui se montrent fidèles au Festival de Cannes. Je termine par un certain regard, dont je vais annoncer 15 films. Il ne vous échappera donc pas qu'il sera complété dans les prochains jours. Karim Aynouz, on parlait de cinéma brésilien, c'est un cinéaste brésilien qui a fait un film qui s'appelle Vida Invisible.
C'est un beau mélodrame, un beau film romantique sur l'histoire de deux sœurs. Karine était venue avec son premier film au Certain Regard, un film qui s'appelait Madame Sata. On est content de le voir revenir. Kantemir Balagov, c'est le jeune cinéaste russe qui avait fait Tesnota, vous vous souvenez de ça, il y a 2 ans, 3 ans. Son film s'appelle Dilda, film s'inspirant d'une certaine tradition du cinéma soviétique, russe, mais aussi soviétique. C'est d'ailleurs l'histoire soviétique qu'il raconte, la post-guerre, Deuxième Guerre mondiale, comment les gens s'organisaient dans les hôpitaux et comment ils essayaient de recoller des vies. Entrée française dans ce Certain Regard, un film d'animation, ou j'allais dire un dessin animé ou des dessins animés, puisque c'est un film dont l'animation, dont le rapport entre justement le dessin, le tracé nous a semblé tout à fait novateur. Le film est co-réalisé par 2 femmes, Enea Gobé-Nevelek, qui est l'animatrice, et puis Zabou Breitman, qui est la réalisatrice de ce film adapté du roman de Yasmina Kadra, Les Hirondelles de Kaboul. C'est, je crois, la première fois que Zabou vient avec un film, elle qui est l'actrice qu'on sait, mais aussi la réalisatrice importante qu'on connaît, et c'est la première fois qu'elle vient présenter l'un de ses films à Cannes. Autre réalisatrice, c'est un premier film de Monia Chauffry. Si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez son visage, parce que vous l'avez vu dans les films de Xavier Dolan, D'amours imaginaires, et quelques autres films de cette bande de Québécois. Et ben, elle a décidé de passer de l'autre côté de la caméra, et le film s'appelle La femme de mon frère. C'est un film très très parlant, très très bavard, et tout à fait formidable, qui figurera donc au Certain Regard. Michael Covino, jeune, en tout cas, premier film américain. Le film s'appelle The Climb. On ne sait pas bien d'ailleurs cette montée de quoi il s'agit dans l'histoire d'un film qui raconte la longue amitié entre 2 copains, entre 2 hommes, et ça n'est pas que parce que le film s'ouvre par l'escalade en vélo par ces 2 hommes et ces 2 copains d'un col des Alpes du sud de la France que le film a été retenu. C'est pour plein d'autres raisons, mais j'ai quand même vérifié. Mais c'est ça là aussi, j'ai vérifié que Michael Covino connaissait bien le nom d'Eddie Merckx. C'était le cas, il a été content. Et quoi, à 2 h du matin, on se mettait à parler d'Eddie Merckx, dont évidemment je ne vous rappelle pas que cette année est aussi l'année de la célébration des 50 ans de sa victoire dans le Tour de France. Oui, ça n'a rien à voir avec le festival de Cannes, quoique on serait bien inspiré de montrer une copie restaurée de ce film très beau de Jean Fandini qui s'appelle La course en tête. Bon, c'était pour faire un petit point. Cannes classique vous sera d'ailleurs également annoncé dans les prochains jours, ainsi que le jury, comme le veut la tradition. Autre entrée et entrée française, Bruno Dumont, Jeanne. Et comme un certain nombre de films de cette sélection Un Certain Regard, ce film-là vient fixer aussi la dimension, les objectifs, les traditions du Certain Regard, des cinéastes qui font des films d'une certaine radicalité, des films d'un certain formalisme, d'une recherche. Vous venez du monde entier pour voir où on est le cinéma, et des cinéastes comme Bruno Dumont donnent des nouvelles de ce cinéma-là, donnent des nouvelles d'un cinéma dont il est évident que, comme l'universalité, qui est même dans la définition, dans les statuts du festival, l'an dernier Pierre l'évoquait, les questions ne concernaient qu'un seul pays, vous devinez lequel, pays d'ailleurs qui est tout à fait présent cette année. La vocation du Festival de Cannes est d'accueillir tous les cinémas venus de tous les pays et tous les artistes qui font chacun à leur manière un cinéma différent de ce qu'on appelle le mainstream. Et le Festival de Cannes est comme une librairie. Il y a des têtes de gondole et puis il y a des livres qu'il faut aller voir sur certaines rangées un peu en bas pour trouver des œuvres plus rares et pour trouver des gens qui font de la recherche et qui font un cinéma différent. C'est le cas, vous connaissez son travail, de Bruno Dumont avec Jeanne qui succède à Jeannette. Donc c'est le même personnage, la même héroïne de l'histoire de France et de l'histoire du cinéma, puisque c'est quand même un caractère historique souvent traité par les cinéastes français et étrangers. Olivier Lax est un cinéaste galicien, je le dis pour faire plaisir à Pedro Almodovar et à Chema Prado, un cinéaste galicien. Les pompiers sont très à l'heure en cinéma contemporain et dans l'actualité française. Celui-là s'appelle Viendra le feu, et Olivier Lax est
est un formidable jeune cinéaste de cette formidable nouvelle génération du cinéma espagnol. Le film de Sorogoyen El Reno est en train de sortir sur les écrans français. Oliver Lax. Christophe Honoré revient déjà, et vous allez dire déjà, avec ce film qui s'appelle Chambre 212. Là, on est en présence d'un Sacha Guitry contemporain, puisque non seulement il était en compétition l'année dernière avec un film, il revient avec ce film fait très très vite, avec une ribambelle d'acteurs, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cotin, un film fait très très vite, un film très montparnassien, très parisien, très montparnassien. Les Bretons sont toujours à Montparnasse, les Lyonnais sont toujours près de la gare de Lyon, mais les Bretons ils sont à Montparnasse. Et je cite pas Guitry, plutôt je le cite à dessein, parce qu'il y a quelque chose, pour ceux qui connaissent l'œuvre du maître, de quadrille, de faisons un rêve dans le travail que nous livre cette année Christophe Honoré. En plus, c'est Guitry aussi, parce qu'il fait 2 films au milieu de 3 pièces, 2 romans et de une mise en scène d'opéra, Christophe Honoré, qui est donc le bienvenu. Le film, on l'a vu avant-hier, il n'était pas du tout prévu qu'il soit prêt, et puis finalement il nous a été livré très très tard. Danielle Lesovitz est une jeune cinéaste américaine, réalisatrice produite par Martin Scorsese, en tout cas par l'équipe qui entoure Martin Scorsese, qui aide beaucoup de films. Le film s'appelle Port Authority, c'est un premier film. Autre réalisatrice, Mounia Medour, venue d'Algérie, le film s'appelle Papicha, et elle vient souligner avec une autre réalisatrice venue du Maroc, dont je cite le nom maintenant, Mariam Touzani, le film s'appelle Adam. Il concourt également à la compétition de ce certain regard dont le jury est présidé par Nadine Labaki, et Mounia et Mariam sont aussi les représentants d'une nouvelle génération du cinéma maghrébin, cinéma qui compte énormément de réalisatrices dans ses rangs. Mimi Z est un cinéaste taïwanais, le film s'appelle Reo Ren Mimi, c'est l'histoire d'une actrice, on peut parler là aussi d'un film féministe, au sens où les débats nous ont conduits ces dernières années sur la place des femmes dans le cinéma, sur la place des actrices aussi dans le cinéma, et sur la façon dont les actrices sont parfois obligées de faire des choses dont elles ne pensaient pas que le rêve d'être actrice les conduirait à faire. Albert Serra, je parlais de Bruno Dumont, Albert Serra, vous connaissez également son travail, il était venu en séance spéciale avec Jean-Pierre Léaud pour un film qui s'appelle La mort de Louis XIV, celui-là s'appelle Liberté, et c'est un film nocturne, c'est un film de nuit, d'ombre et de crépuscule, le crépuscule d'une certaine aristocratie française à la veille de la Révolution. Albert Serra, évidemment, est un cinéaste espagnol. Bull, Annie Silverstein, réalisatrice américaine, c'est également une ex-lauréate de la Ciné Fondation, dont le vrai premier long-métrage de fiction, Bull, concourt donc au certain regard. Et enfin, Zhu Feng est un cinéaste chinois, un réalisateur de films policiers, c'est un premier film. Liu Tian, tout ça prouve qu'avec Jia Zhangke et après Zhang Yimou, dont on aurait aimé pouvoir montrer, en tout cas tenter de montrer le film, après qu'il n'ait pu être montré par notre camarade Dieter Kossig, auquel je voudrais aussi rendre hommage, puisque Dieter a rendu sa dernière Berlinale il y a 2 mois, et on a travaillé en excellente camaraderie avec Dieter, et je voudrais avoir une pensée pour lui, et pour revenir au cinéma chinois, c'est également un film d'auteur et un film de policier, un film d'enquêteur, et quand j'évoquais un cinéma qui rentre dans les maisons et dans les intimités des gens, voilà un portrait de la Chine contemporaine tout à fait passionnant à travers le film de genre qu'est le film policier. Voilà donc cette sélection officielle qui sera complétée dans les jours qui viennent par un certain nombre de films, soit qui sont arrivés, qui n'avons pas eu le temps encore de voir, soit qui ne sont pas arrivés et que nous attendons tout à fait impatiemment. Non, mais je regarde parce que comme souvent j'oublie des films, j'ai plein de messages de gens qui disent « tu nous as oublié ».
Et là, non. Donc je crois que j'ai oublié personne. Et merci de votre attention. Ah si, j'ai oublié un truc. Alors, attendez, là. Mais oui, bah, j'en avais oublié. Hein. Donc, pardon, mais les films qu'on oublie sont toujours ceux sur lesquels nous faisons un... Il y était pourtant. Mais pas du tout, il n'y était pas du tout, c'est pour ça que je l'ai oublié. C'est un film ukrainien. Là aussi, de ce point de vue-là, on ressent très fortement une poussée, une arrivée, une inspiration, une communauté de cinéastes venus des pays de l'Est, Géorgie, Ukraine. J'espère que nos collègues des sections parallèles qui annonceront leur sélection pour les uns demain la semaine critique et pour les autres la quinzaine de Paolo Moretti en début de semaine prochaine emporteront également la trace. Nariman Aliyev, le film s'appelle Evge, E-V-G-E. Oui, mais ça n'avait pas dans le nom. Bon voilà, donc c'était celui que j'avais oublié et donc auquel je fais un sort particulier. Abderrahmane Sissako, on pourrait faire la liste des gens qu'on avait oubliés. Et à force de se confondre en excuses, on finit par ne plus parler que d'eux, et en particulier de ce cinéaste extrêmement important qui s'appelle Nariman Aliyev. Voilà, merci de votre attention. Peut-être avez-vous des questions. Madame, quelqu'un lui apporte un micro. Oui, non? Oui, voilà. C'est vrai? Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si Quentin Tarantino il est inclus dans le film qui va arriver et aussi James Gray pour Ad Astra. Et troisième question, quelqu'un me dit que Elton John ne va venir au Quasset. C'est vrai ou non? Je viens de le dire. Elton John. Ah oui, oui. Alors, vous êtes américaine ou je parle? J'ai écrit pour Collider qui est une émission américaine, oui. D'accord. Oui, Elton John sera présent, c'est pour ça que le film est déjà daté, parce qu'il est au milieu d'une tournée, et le film sera présenté en première mondiale le jeudi 16 mai à 19h, et Elton John sera là. Pour répondre à vos deux autres questions, le film de Quentin Tarantino n'est pas prêt. Il a été abusivement et prématurément annoncé, j'imagine par votre journal, puisque tous les journaux se courent un peu après, dès que quelqu'un annonce, les autres le réannoncent à la fois. C'est dommage parce que ça donne de l'appétit, Dieu sait qu'on a de l'appétit pour le 9e film de Quentin Tarantino, mais il est au sprint. Oui, ça fait partie des films, donc on espère que nous aurons la bonne nouvelle à vous annoncer qu'ils sont présents et qu'ils ont intégré la sélection. Je l'ai vu, moi, le film en grande partie, mais le film ne sort que la fin du mois de juillet. C'est déjà un exploit que Quentin Tarantino fasse tous ses efforts pour être prêt dès le mois de mai. En plus, avec lui, c'est toujours plus long, puisqu'il souhaite que son film soit présenté en 35 mm. Donc le process de post-production est un peu plus long. Et par ailleurs, il est encore au montage. Je lui souhaite du courage, je lui souhaite d'être prêt, je lui souhaite surtout de faire un beau film, ce que j'en ai vu et qui a fait magnifique. De faire un beau film, c'est ça qui compte le plus, évidemment, pour un artiste comme lui. Quant à James Gray, le film a été longtemps annoncé en effet en sortie pour le 22 mai, ce qui a conduit les observateurs à penser qu'il était prêt, qu'il sortait, et ce n'est pas le cas.